Elle est indéfendable. On a vendu... Bon, attends, je pense que celle-là, faudra la mettre sur Odyssée. Désolé, hein. je te le dis d'avance, mais... C'est la définition du journalisme, idiote. Le journalisme, c'est aller à contresens du pouvoir. Le métier de journaliste et les journalistes qui sont morts pour faire leur métier pour aller à contresens du pouvoir. Wikipédia est une fondation voyou. On le voit. Ils ont eu des procès. Ils ont eu, évidemment, à plusieurs reprises, ils ont été épinglés pour des vices déontologiques majeurs. Et ma page Wikipédia est un marqueur de cela. Du fait que si c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais 8 milliards de doses, on peut pas contrôler 8 milliards de doses. Ça, c'est pas possible. Vous allez nous donner votre avis sur 2 ou 3 vidéos, si vous le souhaitez, qui sont très sulfureuses. Docteur Aberkan, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ravi d'être dans ce studio impressionnant avec ce magnifique micro à condensateur là qui tient très très bien en main. C'est un plaisir. Bienvenue sur Télédroit. J'espère que vous n'allez pas vous faire une entorse aujourd'hui. Bienvenue dans le tout premier épisode de notre nouveau format, Influx. Alors je vous rassure, ce n'est pas le diminutif d'influenza, mais on risque de parler de virus au cours de cet entretien. Dans Influx, on va surtout parler d'influence. Après tout, convaincre, c'est la plaidoirie du débat, comme disait Gisèle Halimi. Et qui mieux que vous, Docteur Aberkan, pour parler de communication et des sujets qui en découlent. Vous êtes entrepreneur, conférencier, docteur spécialiste en neurosciences. Votre conviction nous avait marqué lors de votre débat retiré de YouTube avec Docteur Blachier et Maître Divisio, qu'on salue. Son passage sur Télédroit n'a pas été censuré. On espère que vous allez récidiver aujourd'hui. C'est prévu. C'est ce débat-là, le point d'entrée d'ailleurs de votre prise de position publique sur le Covid, sur la crise? Non, j'ai défendu Raoult dès le début en fait, parce que je savais qui était Raoult. Et quand on l'a attaqué sur la méthodologie de ses premières études sur la chloroquine, alors que c'était des études d'urgence qui n'avaient rien à envier méthodologiquement à celles d'ailleurs faites par Pfizer, j'avais voulu le défendre immédiatement, ce que j'ai fait. J'ai considéré que c'était une priorité parce qu'en tant que biologiste de formation, donc moi j'ai été formé comme biologiste, j'ai été prédoctorant en biologie à l'école normale supérieure, puis j'ai eu un doc de biologie mention très bien à l'université d'Orsay, plus ensuite un master à la faculté de médecine Paris-Descartes, toujours en biologie. Je savais qui était Raoult et je me suis rendu compte que le récit qu'on avait construit sur lui correspondait pas au réel. Donc mon point d'entrée dans la crise Covid, c'est celui-là. Et ensuite, effectivement, face à Martin Blachier dans ce débat qui a été censuré, et c'était une des quatre prises de position publiques de ma part qui ont été censurées au total. Il y en a eu une sur Putsch aussi, avec l'excellent Nicolas Vidal qu'on salue. Il a été d'ailleurs élu militant de l'année sur Télédroit aussi. Il mérite parce que effectivement Nicolas Vidal a fait un travail remarquable avec une qualité éditoriale sans précédent. Il a vraiment appris, il a enseigné le journalisme aux pseudo-journalistes de l'époque. Et effectivement, une des vidéos où j'interviens, qui commençait à faire énormément de vues, a sauté. Pareil pour la vidéo avec Martin Blachier et Divisio, mais n'oublions jamais que on a les fesses très andes, hein. C'est-à-dire que quand on essaie de censurer une vidéo, surtout en ce moment, elle cartonne encore plus, et des morceaux de cette vidéo ont cartonné effectivement sur TikTok. Donc ça a été un mal pour un bien en réalité. On peut pas aujourd'hui censurer vraiment la libre parole. D'ailleurs, votre prise de position, on l'a vu sur Twitter, mais la première prise de position, elle est également sur Twitter pour le professeur Raoult? Alors à ma connaissance, c'est sur YouTube directement. J'ai pas tout de suite défendu le professeur Raoult sur Twitter. Pour moi, l'important c'était de laisser des vidéos, parce qu'évidemment un tweet, ça reste peu, c'est noyé dans l'actualité. Une vidéo, ça sert de base, de référence, et j'ai donc effectivement fait 3 vidéos au total sur le professeur Raoult, dont une a été censurée, mais encore une fois, par les fesses très andes, elle a cartonné par la suite sur les réseaux sociaux. Elle a été reprise par François et sur Odyssée, elle a fait 300 000 vues très rapidement. Donc on ne peut pas aujourd'hui empêcher la vérité de sortir. Alors en tout cas, votre communication dans cet entretien a, comme vous l'avez dit, marqué le public, Idriss. La part de la communication dans votre travail, quelle place prend-elle? Je vous propose qu'on lance la première slide de cet épisode. Édouard Bernays sera un maître en la matière. Une de ses premières réussites est une campagne réalisée pour le compte de la BitchNut Company, célèbre production de communication. Ouais, Bernays, c'est magnifique parce que il a codifié effectivement ces méthodes d'influence.
Et il démontre qu'on peut faire littéralement avaler n'importe quoi à n'importe qui. Je rappelle qu'on a eu des campagnes de communication dans les années 30 pour des boissons radioactives. Donc des personnes prenaient des boissons radioactives et des médecins encourageaient à prendre des boissons radioactives parce qu'elles vous donnaient soi-disant de l'énergie. Évidemment, ça a tué beaucoup de gens. On a des gens qui ont perdu leur mâchoire, qui ont eu des amputations du bas du visage à cause de ces saloperies, et c'était recommandé par des médecins. On se rappellera aussi, parce que Bernays, une fois qu'il a lancé l'idée d'utiliser des médecins comme leaders d'opinion, en fait, c'est pas... On peut même se demander si c'est lui, parce que les nazis le faisaient énormément. C'est impressionnant de voir en quoi les nazis utilisaient la science médicale pour justifier tout. Par exemple, les nazis, ils ont créé donc un Gesundheitspass, et le Gesundheitspass, c'était un pass santé, et les nazis, systématiquement, déclaraient que leur travail était une biologie appliquée. Donc Hess, par exemple, qui a été vice-chancelier quand même, hein, bon, il était fou, mais cela dit, on peut même plaider que les nazis étaient tous fous, même si ils ont dû faire face à leurs responsabilités à Nuremberg. Mais Hess, en l'occurrence, il était vraiment jeté. Bon, mais Hess, il avait dit le nazisme est une biologie appliquée. Donc c'est des médecins qui nous disent qu'il faut purifier la race, que si jamais on ne castre pas telle personne, si jamais, alors ils ont commencé, comme vous le savez, c'était lentement. D'abord ils ont commencé avec les handicapés, que là les gens arrivaient à accepter l'idée plus facilement. Ils regardaient ces gènes de patients atteints du syndrome de Down ou voilà, ou le nanisme exactement, vont nous polluer en fait. Et après il y a eu les Juifs propagent le typhus, donc il faut les marquer. Parce que c'est de la santé publique, donc ils propagent le typhus, donc il faut les marquer. D'ailleurs, heureusement, il y a eu des gens très malins qui ont utilisé ça. Ils ont inventé le syndrome K. Le syndrome K, c'était un faux syndrome complètement bidon qu'un docteur a inventé pour sauver des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit non, vous pouvez surtout pas les déplacer, ils ont ce syndrome K gravissime qui va se propager à toute l'Allemagne si vous les déplacez, donc laissez-les dans mon hôpital s'il vous plaît. Et ça a marché. C'est un génie le mec, mais il a fait une clé de bras, il a fait du judo avec la communication bullshit. Mais les nazis ont énormément utilisé les médecins, leaders d'opinion, énormément, et les scientifiques. Il fallait voir le nombre de scientifiques eugénistes à l'époque, notamment même en France, un grand prix Nobel français qui s'appelle Alexis Carrel, qui a écrit un livre L'homme cet inconnu, et dans L'homme cet inconnu, Alexis Carrel, il est totalement eugéniste. Il dit allez, faut être clair, il va falloir castrer des gens, il va falloir empêcher telle femme de se reproduire, parce que sinon l'hygiène de la race sera pas bonne. Et donc cette notion d'hygiène raciale, qui est quand même le plus extrême, même celle-là, elle a pu être vendue. Donc le coup des œufs et le bacon, c'est limite easy pour Bernays. Et on a aussi le cas du homard, c'est tout bête. Mais le homard, c'était un plat pour les pauvres. Le homard, au départ, au 19e siècle, c'est un plat pour les pauvres. D'ailleurs, il y a des clauses, on voit des clauses dans les contrats de travail pour les domestiques à Boston, pas plus de 3 fois du homard par semaine. Et dans les prisons, donner du homard, c'était une punition. Donc et on a d'ailleurs même Mark Twain qui écrit que des carcasses, des coquilles de homard devant une maison, c'est la trace d'une maison pauvre. Pourtant, les gens apprécient le homard, donc ça veut dire que c'est bon. Maintenant, parce que, notamment dans le Midwest, Si vous lui dites que c'est pour les pauvres, je pense qu'il va quand même bouffer le pauvre. Alors je pense pas, parce que le homard c'est plutôt répugnant pour la plupart des enfants. Les fruits de mer c'est toujours un peu compliqué, mais c'est arrivé dans plein de situations dans l'histoire. Hein. Je veux dire, vous avez le caviar qui était pour les pauvres aussi. Les nobles du temps de la Perse antique, qui voulaient la chair de l'esturgeon, qui est très bonne, qui est délicieuse. Cette espèce de truc noir à l'intérieur de l'esturgeon, vous en voulez pas, c'était les pêcheurs qui le mangeaient. Et donc le homard, c'est un coup marketing dans le Midwest pour faire un peu snob. On s'est dit, allez-y, le repas, le plat de riche, ça va être le homard parce que c'est exotique. Dans le Midwest, il y a pas de homard, mais en fait, il y avait du homard évidemment sur toute la côte est des États-Unis. Donc l'influence nous montre qu'on peut faire gober n'importe quoi à n'importe qui si on utilise les bons leaders. Et la stratégie de Bernays, elle est marquante parce qu'elle utilise l'effet domino. Elle utilise pas seulement le leader d'opinion. Elle prend un premier domino qui est son premier médecin à lui. Il dit docteur, est-ce que vous pensez qu'un petit déjeuner copieux c'est bon pour la santé? Oui, je le pense. Ah, ok, premier domino. Est-ce que vous seriez prêt à mener une étude pour étudier ça? Sachant que le docteur a déjà dit qu'il était pour. Donc déjà, l'étude va être un peu biaisée. Deuxième domino, l'étude. Troisième domino, les 4000 médecins. Et quatrième domino, la population entière. D'abord, quatrième domino, les publicitaires qui vont citer l'étude. Et ensuite, la population entière. Donc c'est cet effet de domino qu'il faut regarder aussi dans l'influence. Et personnellement, pour vous, quelle est la part de la communication dans votre travail
Est-ce que vous pourrez chiffrer en pourcentage, par exemple, quand vous faites une apparition publique, vous vous dites, bon, bah, je vais travailler 70% de communication, 30% de théorie, je sais pas. Comment ça se passe pour vous, là? Alors, moi, ce que je fais, c'est plutôt de la contre-communication, en réalité. Hein. Moi, ma grande spécialité, c'est la contre-communication. Mon métier, c'est le contre-terrorisme intellectuel. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur Raoult. Parce qu'en fait, mon job, c'est de faire en sorte que quelqu'un d'aussi attaqué que Raoult puisse quand même être défendu. Et c'est un travail qui se rapproche du métier d'avocat, en réalité. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui du paralégal. On a un monde flou où on n'a pas ce qu'on appelle en anglais le due process. C'est-à-dire le cours de la loi, la procédure légale, la garantie d'une procédure loyale. Dans un procès, normalement, Dieu sait que c'est pas toujours le cas, les procès staliniens démontraient bien, parce que dans l'Union soviétique, on était coupable, on était présumé coupable. Donc en Union soviétique, quand quelqu'un apparaissait devant une cour de justice, ça avait beau être le paradis des travailleurs et des prolétaires, n'empêche, si quelqu'un apparaissait devant une cour de justice, il était présumé coupable. Et il devait prouver son innocence. Et le pire, c'est que en Union soviétique, c'est là qu'on voit que des gens y croyaient, on voyait des communistes convaincus qui acceptaient de se faire condamner pour rien. Qui disait oui, mais si ça aide notre grand projet, qui a tout de même mis des paysans dans l'espace, etc. C'était quand même ça l'argument. Notre grand projet a d'une part battu Hitler, d'autre part mis des paysans dans l'espace. Donc ça prouve bien qu'on a fait quelque chose de bien. Il y avait tout un tas de communistes qui acceptaient de se prendre une balle judiciaire dans la tête alors qu'ils étaient innocents. Mais on a maintenant ce monde hors tribunal où la loyauté n'existe plus. Je prends un exemple. L'Express a écrit un mensonge sur Raoult. Un mensonge direct, cash, frontal, sans pitié. Ils ont titré « Du VIX dans le nez contre le Covid, la nouvelle sortie de Raoult ». C'est totalement faux. Raoult n'a jamais dit ça. Il a jamais dit qu'il fallait... Du VIX Vaporub en plus. Du VIX, c'est le titre de l'article de l'Express. Du VIX Vaporub dans le nez, la nouvelle sortie polémique de Raoult. Pas de bol, Raoult n'a jamais dit ça. Raoult, il a dit... Il y a des molécules à étudier, notamment certaines détenues par la marque Vicks. Okay. Sauf que la marque Vicks, elle détient plein de trucs, y compris Vaporub. Elle détient des trucs qui se mettent dans le nez. Vaporub, en l'occurrence, faut surtout pas le mettre dans le nez. Ça irrite les muqueuses et tout. C'est un truc à mettre par voie, c'est un topique, quoi. C'est sur la peau. Et donc, on transforme Raoult qui dit bon, bah oui, dans des molécules détenues, parce qu'après tout, il y a une molécule aussi conne que le bleu de méthylène. C'est une molécule qui est connue depuis 150 ans. C'est un des premiers médicaments de l'histoire. Médicament chimique, on va dire, et le bleu de méthylène est encore aujourd'hui étudié en cancérologie. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des molécules triviales. Et Raoult dit, bah oui, dans le portefeuille molécules de la marque Vicks, qui est énorme, qui est détenu par Procter & Gamble, il y a des molécules qui mériteraient d'être étudiées, évidemment, mais qui sont d'ailleurs bien plus efficaces que le masque, selon différentes études. Eh bien, là, immédiatement, ça devient du Vicks Vaporub dans le nez. Donc, il n'y a pas eu de loyauté. Le procès équitable n'a pas eu lieu. Normalement, c'est au journaliste de faire ce travail. Si le journaliste respecte la charte de Munich, il dit, bah non, je peux pas écrire ça. Je peux pas écrire ça, c'est faux. Et en plus, on a vu des pseudo-fact-checkers. J'en ai connu un, d'ailleurs, j'ai dû le remettre à sa place, mais c'était le type qui détient... alors, c'était pas hier, non, c'est pas un fact-checker, ça. C'était le type qui détient Fact and Furious. Donc, c'est un blogueur, littéralement, c'est un barman retiré. Donc, très bien, je sais pas où il a appris le fact-checking, mais le mec est barman. Et il peut très bien avoir appris le fact-checking, mais son travail ne le démontre pas. Et ce barman retiré met une vidéo de Raoult où il prononce Vicks. Et il la met en boucle, Vicks, on voit Raoult comme ça qui fait Vicks, Vicks, Vicks. Donc le type un peu crédule, il se dit, ah bah regardez. Bah non, si quelqu'un vous dit, on doit étudier les freins de la Renault Alpine, il a pas dit, on doit étudier les freins de la Renault Clio. C'est pas le même modèle. Alors il y a Renault dans les deux cas, il a prononcé Renault, il y a pas de problème. Mais ce n'est pas ce qu'il a prononcé. Et Raoult, ce n'était pas ce qu'il avait prononcé. Donc, dans la contre-manipulation et la contre-communication, qui est bien davantage mon travail, parce que la vulgarisation, quand on essaie de rendre populaire une idée, donc j'ai rendu populaire le biomimétisme, j'ai rendu populaire également les neurosciences cognitives pour le plus grand public, en particulier pour s'opposer à un thème dont j'avais anticipé l'émergence et que l'on voit bien aujourd'hui, que j'ai appelé le neurofascisme, c'est-à-dire l'idée que chaque humain n'est qu'un appareil productif, que son cerveau n'a pas d'autre raison d'être que la productivité et que donc il va falloir mettre des puces dans la tête des gens, etc. Moi, mon métier, c'est ça. C'est de prendre des idées qui sont impopulaires et de les rendre populaires. De prendre des idées qui sont déloyalement décrites ou déloyalement incomprises parce que considérées comme trop difficiles ou inaccessibles et de les rendre accessibles.
Donc c'est bien davantage un travail de contre-communication que je fais. Et d'ailleurs, évidemment, pendant le Covid, mon travail s'est centré sur le contre-terrorisme intellectuel. Parce que déformer les propos de Raoult pour dire qu'il a dit de mettre du vaporub dans le nez, ce qui serait, alors là, l'ordre des médecins l'aurait flingué s'il avait dit un truc pareil. Parce que ça aurait été justement du vrai charlatanisme. Eh bien, le défendre quand on a utilisé une stratégie de terrorisme intellectuel contre lui, ça c'est mon métier, effectivement. Et par curiosité, lors de votre entretien avec Martin Blachier et Maître Fabrice Divisio, c'était de l'improvisation totale ce que vous avez fait dans le débat, ou c'était travaillé, vous aviez des idées? J'imagine que quand vous avez sorti l'argument des études face à Martin Blachier, quand vous lui avez dit si on a 4 thèses qui contredisent... Si on a 10 études qui disent quelque chose, alors c'est que c'est statistiquement significatif. Est-ce que par exemple ça c'était travaillé, ou est-ce que c'était tout ça, c'était de l'improvisation totale et vous avez juste mémorisé tous ces éléments-là et vous étiez prêt pour le combat, on va dire? Alors, j'improvise quasiment toujours en débat, comme avec Laurent Alexandre, comme avec Martin Blachier, et comme avec ce professeur sur Russia Today dont j'ai oublié le nom, mais avec qui j'avais débattu aussi et qui était pour la vaccination obligatoire. Parce que c'est fragile, un débat trop préparé. Voilà. Un débat trop préparé, c'est fragile. Ça ouvre la voie à des ripostes. Par exemple, je pense que... Alors, Martin Blachier, je conserve un respect pour lui par rapport aux propositions et oppositions qu'il a prises. Enfin, il a remis Emma Ducrot à sa place d'une façon assez fulgurante et il mérite tout mon respect pour ça. Mais je pense que d'ailleurs, ce débat a joué un rôle aussi dans l'évolution de ses positions, parce que c'est dans ce débat qu'il a dit « Je ne vaccinerai pas mes enfants ». Voilà. Et il l'a dit devant sa femme qui le regardait, sa charmante épouse qui est donc la pression du corps, quand même, hein. Oui, voilà, mais la psychologue, comment elle s'appelle? Marie-Estelle Dupont. Et Marie-Estelle Dupont, qui a donc l'honneur et l'avantage d'être l'épouse de Martin Blachier, enfin je sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas d'avoir des enfants avec lui, eh bien était assez formelle là-dessus. Donc je dois respecter vraiment l'intégrité de Martin Blachier. Quand il dit je vais pas le faire, il le fait pas. Je respecte moins évidemment les attaques qu'il a commises contre Raoult. Quand il dit que Raoult a truqué des études, c'est un mensonge, c'est faux. Mais je dois faire la part des choses et justement respecter l'article 3 de la charte de Munich, qui dispose de ce que un journaliste doit dire toute la vérité et pas seulement les bouts qu'il arrange. Donc maintenant pour le débat, non, il n'était pas préparé. Je savais juste qu'il y avait ces études sur l'hydroxychloroquine, ça faisait longtemps que j'en parlais. Mais ensuite, il faut saisir les opportunités dans un débat, parce qu'un débat trop préparé, c'est cassant et c'est fragile. Et je prends l'exemple de... Je crois que il avait été prévu dans le débat Ségolène Royal-Sarkozy que Sarkozy sorte à Ségolène Royal. Vous savez, j'ai Monsieur Besson. Plus personne ne sait qui était Monsieur Besson, mais Monsieur Besson, qui rêvait d'être Premier ministre de Sarkozy et qui ne l'a jamais été, était un transfuge du Parti socialiste passé entre les mains de Nicolas Sarkozy. Et donc Sarkozy avait envisagé, selon plusieurs communicants, de le mettre dans le visage de Ségolène Royal. Mais sauf que le monde de la communication est petit et rarement loyal, et que des communicants avaient prévenu Ségolène Royal qu'il allait utiliser ça. Du coup, elle avait préparé la parade idéale. Si Sarkozy lui disait, vous savez, moi j'ai Besson, qui est un ancien de votre parti, elle devait répondre, c'est pas parce qu'on a Judas dans son parti qu'on doit se prendre pour Jésus-Christ. Voilà. Et ça aurait effectivement fait très mal. Donc, c'est pour ça que je recommande pas à mes clients, notamment sur les prises de parole publiques, parce que je donne des cours sur la prise de parole publique, et sur le média training et sur les débats, je leur recommande pas de trop préparer. Et en l'occurrence, évidemment, ma méthode favorite, ça reste l'ironie socratique en débat, parce qu'elle donne une plus grande souplesse et une plus grande latitude de riposte face à ce que la personne en débat va utiliser et va déclarer. Vous pouvez nous en parler un peu plus? L'ironie socratique, donc, c'est le fait de poser des questions et d'accueillir en fait la déclaration plutôt que de la contredire directement. L'accueillir d'abord, et ensuite, comme Colombo, se dire « Ah oui, vous m'avez convaincu, d'accord. Ah, mais il y a ça qui va pas. Ça, par contre, ça va pas. Donc, ah, vous m'avez convaincu, 10 études, ah bah oui, 10 études, ça. Ah, mais mince, du coup, 243 études, pourquoi ça marche plus avec vous, voilà. Et en fait, cette méthode, c'est l'équivalent en boxe de ce qu'on appelle le counter-punching, qui était la méthode préférée de Mohamed Ali, parce que Mohamed Ali, c'est vraiment
le plus grand boxeur poids lourd de tous les temps, mais aussi le plus grand boxeur en matière de counter-punching. C'est lui qui était le plus dangereux sur ce qu'on appelle le back foot en anglais, le pied arrière si vous voulez. C'est lui qui était le plus dangereux parce que il terrifiait en fait ses ennemis de l'attaquer. Ses adversaires avaient peur quand ils étaient expérimentés, avaient peur de lui décocher une droite parce que ils savaient que lui, c'est en counter-punch qu'il excellait. Et l'ironie socratique, elle permet de mettre des counter-punch. Donc c'est ça votre arme de persuasion du coup? Oui, en débat, oui. Et est-ce que ça peut arriver que ça marche pas, que ça floppe? Est-ce qu'il y a eu un pire passage que vous avez vécu lié à ça par exemple? Pas en débat, mais de toute façon, tout le monde... C'est quoi l'anti-ironie socratique? Alors justement, l'ironie socratique, c'est pour ça que c'est vraiment la méthode que je recommande en débat. Vous ne pouvez rien faire. Il y a pas de parade à l'ironie socratique. La seule parade, c'est la tentative de faire passer l'hésitation, parce que l'ironie socratique nécessite une hésitation. Nécessite de dire ah bon, nécessite de poser une question. Et la seule parade, c'est d'essayer de faire passer cette hésitation pour une inexpertise. Dire regardez, vous hésitez. Mais quelqu'un qui est bon peut contre-attaquer là-dessus aussi. Donc en termes d'options, de marge de manœuvre, l'ironie socratique, c'est de très loin la meilleure façon pour débattre, sauf dans certains débats politiques où là c'est une élection qui est en jeu, parce que dans certains pays, et la France en fait partie, l'électorat vote pour les candidats patriarcaux. Donc l'électorat a souvent un conditionnement où il a envie de voter pour un candidat qui dégage une autorité patriarcale. Et on le voit, hein, Bruno Le Maire l'utilise, mais bon, il le fait mal lui, mais il l'utilise dans certains débats. Il essaye comme ça d'imposer une sorte de supériorité patriarcale de sa part, évidemment en rabaissant les autres. Donc vous le voyez des fois dire vous êtes dans votre position, vous êtes dans votre rôle de commentateur, je suis dans mon rôle de décideur. Vous savez que c'est une question de génération pour que la femme arrive à ce niveau-là de pouvoir? Le problème c'est que en France on a des femmes qui votent pour des candidats patriarcaux quand même, ça change rien, ça c'est même plus une question d'homme-femme, c'est vraiment une question de culture. Emmanuel Todd aurait beaucoup à dire là-dessus. Il a une approche qui est l'approche de l'école des annales en France, qui est très basée donc sur la démographie. C'est l'école des annales, vraiment elle est basée sur l'étude de la démographie, et en particulier avec l'approche de Todd qui est les règles d'héritage, qui vous en informe beaucoup sur la culture d'une nation, et en particulier la culture russe, etc. Todd avait prédit l'effondrement de l'URSS avec cette grille d'analyse-là. Il avait prédit aussi l'effondrement de l'Empire américain avec cette grille d'analyse-là. Et la France, en tout cas, je n'ai pas de contre-exemple dans toute la Ve République où ce n'est pas le candidat le plus patriarcal qui a gagné. Et Mitterrand était très fort là-dessus, donc il utilisait un tout petit peu l'ironie socratique aussi, mais Mitterrand utilisait au maximum l'idée de rabaisser l'autre. En permanence. C'est-à-dire, il essaye... Alors, non, Trump, c'est différent. Trump, c'est très différent. C'est Obama qui a utilisé des Mitterrandades. Obama, oui, c'est pas compliqué. Quand il débattait avec Romney, il l'appelait toujours le gouverneur Romney. Toujours. Comme Mitterrand appelait Chirac Monsieur le Premier ministre, le fameux. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre, dans le débat de 88, où Pasqua, on est chez le même éditeur, j'ai rencontré Debré aussi, Pasqua disait, quand j'ai vu ça, j'ai refermé le dossier de campagne. Quand j'ai vu Mitterrand lui sortir, vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre, on est à 45 minutes sur un débat de 2h45. Il dit, j'ai pris le dossier de campagne, je l'ai refermé. Parce que là, c'était terminé. Parce que les Français votent pour le candidat le plus patriarcal, et que là, Mitterrand avait écrabouillé Chirac sur le patriarcat. Et c'est même pas une position féministe que je vous donne, hein. C'est même pas une approche Simone de Beauvoir. C'est plutôt Bernays, exactement. C'est plutôt, on reste sur le fil de la slide qu'on a montré. C'est une approche à la Bernays que je donne. C'est pas du tout une approche Simone de Beauvoir de dire ça. Puis c'est pour ça que je tenais à vous montrer d'ailleurs cette slide. Puis elle est tellement d'actualité aujourd'hui par rapport au fait que la figure d'autorité aujourd'hui est très clairement poussée scientifique. Donc d'où la raison qui explique cette vidéo. Ouais. Alors justement, en parlant de vidéos, vous avez dit que vous aviez 4 vidéos qui ont été censurées. Pourquoi la parole
elle est plus libre aujourd'hui? Eh ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que on a fait la guerre à des pays en invoquant la liberté quand même. On a envahi l'Irak en disant que ce pays n'était pas assez libre et qu'il fallait lui donner plus de liberté. Bon, on sait que c'est faux, bien sûr. Je veux dire, n'importe qui s'y connaît en géopolitique sait que c'est faux. Mais n'empêche, on a envahi la Libye. On doit dire qu'on a envahi la Libye puisqu'il y a eu des opérations sur le sol libyen. On sait qu'il y a eu les fameuses boots on the ground, au prétexte que la Libye n'était pas assez libre. On a voulu envahir la Syrie au prétexte que la Syrie n'était pas assez libre. On a envahi l'Afghanistan au prétexte notamment que l'Afghanistan n'était pas assez libre. Bon, Dieu sait que c'était vrai, mais elle n'est pas plus libre maintenant. Et maintenant, on nous dit, après toute cette supériorité morale, après toutes ces leçons, que en fait, non, la liberté d'expression, c'est pas bien. Voilà, parce que ça va contre l'intérêt national. Il y a toujours une raison, hein. C'est pas les Stormtroopers qui arrivent quand le fascisme s'installe, hein. On n'a pas Dark Vador qui arrive avec ses Stormtroopers autour de lui. Ça se passe pas comme ça. Il y a toujours une raison supérieure, comme les Allemands, qui étaient donc la raison hygiénique, pour ne pas dire hygiéniste, comme pour Mussolini d'autres raisons, qui étaient évidemment la grandeur de l'Italie, l'économie, etc. Mais il y a toujours une raison. Et donc, on croit que maintenant, c'est la bonne, on a le droit de censurer, on a le droit de réduire la liberté d'expression, parce qu'on a une bonne raison. Mais nous n'avons pas de bonne raison. Nous n'en avons pas. Mais non, puisque c'est pas légal. Ce sont des conditions générales d'utilisation, c'est absolument pas la législation. Et d'ailleurs, il y a des circonstances dans lesquelles les amendements des différentes constitutions, en particulier la constitution américaine, pour laquelle, comme chacun le sait, la liberté de parole est considérée comme un amendement constitutionnel majeur, avait pu être plaidé contre des censures. Et il y a tout un tas de situations où la censure a été renversée aux États-Unis parce que la liberté de parole a pu être invoquée. Donc non, c'est absolument pas une base légale, c'est une base coutumière. Donc pour vous, la raison, c'est que ça va avec son temps, c'est pas une question de crise sanitaire? La raison, c'est que dans n'importe quelle prise de position légale ou dans n'importe quelle décision, vous faites intervenir le cerveau des gens. Et dans le cerveau des gens, il y a des logiciels. Des logiciels notamment de balance, peser le pour et le contre. Peser la justice. Après tout, le symbole de la justice, c'est une balance avec évidemment une femme, les yeux bandés, une épée et une balance. La balance dans le cerveau de quelqu'un, on peut totalement l'influencer. C'est ce qu'a démontré Bernays. Bernays, il a démontré qu'on pouvait influencer la balance dans le cerveau des gens, même dans le cerveau de gens éduqués, avec un des plus hauts niveaux d'éducation aux États-Unis, les médecins. On pouvait leur faire vendre des cigarettes puisqu'il y avait le légendaire Camel, la cigarette préférée des médecins, où 4 médecins sur 5 fument des Camel. Bon, très bien. Et cette démonstration, en fait, est celle de ce que l'on peut agir sur la balance intellectuelle des gens. Prenez le cas des plaintes qui ont été déposées contre l'État. Ces plaintes n'ont pas abouti dans la plupart des cas, même si Maître Divisio continue et certaines ont abouti. Mais si les plaintes ont pu ne pas aboutir, c'est parce que les juges avaient déjà un logiciel qui leur disait non, mais c'est pas la peine d'instruire ces plaintes. Et là, on peut rien faire parce que il y a la loi, mais il y a l'application. Et entre la loi et l'application, il y a le juge. Et si on a suffisamment influencé le juge avec un récit, si on a suffisamment installé dans la tête du juge un récit donné, on se fout de la loi, en fait. Donc, on attribue cette phrase donnez-moi le contrôle de la planche à billets et je me fous de qui fait les lois. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, donnez-moi le contrôle de la planche à récit et je me fous de qui fait les lois aussi. Vous avez dit que c'était une bonne question pourquoi la parole n'est plus libre aujourd'hui. Est-ce que finalement, je me suis pas trompé en la posant? Est-ce que j'aurais dû plutôt demander pourquoi la parole semble totalement libre pour certains? Darmanin choqué par un clapping de manifestants pacifiques. Bruno Le Maire qui affirme que le pass-vax évite les contaminations. La théorie du vaccin médicament selon Delfrécy, oui, qui aurait été vue comme fumeuse il y a un an. Mais aujourd'hui, elle est fumeuse aussi. On n'en parle plus parce qu'elle est indéfendable, cette idée d'un vaccin médicament. Elle est indéfendable. On a vendu... Bon, attends, je pense que celle-là, faudra la mettre sur Odyssée. Désolé, hein. Je te le dis d'avance, mais tu peux la couper puis dire ça sera sur Odyssée. Ou... Pour enchaîner, est-ce que l'avenir de la communication passera-t-elle forcément par la blockchain? On sait que vous avez fait une vidéo intitulée « Le Louvre doit faire des NFT ». D'ailleurs, on invite tous nos téléspectateurs à regarder cette vidéo. C'est ça l'avenir, la blockchain? Oui, parce que les blockchains, en général,
c'est une technologie comptable. Et la comptabilité, c'est la base de la civilisation. C'est la comptabilité qui a inventé l'écriture, c'est pas l'inverse. L'écriture, elle apparaît quand on doit noter des héritages. Quand on doit noter, par exemple, une tête de bétail, un taureau, la tête d'un taureau, c'est la lettre A. Donc ça a donné le Aleph en hébreu, ça a donné le Alif en arabe, ça a donné la lettre A chez les Phéniciens, puis chez les Grecs, puisque alphabet, en fait, ça vient des Phéniciens au départ, puis des Grecs, c'est l'alphabet des Phéniciens qui est allé chez les Grecs. Et cette lettre A, donc l'alpha des Grecs, eh bien c'est une tête de taureau, parce que c'était de la comptabilité. La comptabilité, c'est la base des civilisations. C'est Luca Pacioli qui a appris la comptabilité, enfin les maths, à Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci a illustré son traité de comptabilité. C'est lui qui a notamment popularisé la comptabilité en partie double en Italie. Donc la comptabilité, c'est ce qui fait progresser les civilisations, parce qu'avec la comptabilité, on amène le droit, on amène les règles de contrat, on amène la notion de procès, on amène tellement de choses avec la comptabilité, on s'en rend pas compte. Le premier humain dont on se souvient du nom, écrit quelque part, c'est un comptable. Il s'appelle Couchim. La première fois qu'un humain est noté dans une tablette en argile, c'est pour une comptabilité. Il écrit Couchim, je reconnais avoir reçu tant de blé, enfin d'orge précisément, à telle date. Voilà. Donc la blockchain, les blockchains, c'est les nouvelles technologies comptables. Dès qu'on a le mot nouvelle technologie comptable, ça paraît pas bandant, ça paraît pas excitant, mais en réalité, c'est ça qui change le monde. Et par exemple, la comptabilité en partie double à la Renaissance, mais c'est un moteur de la Renaissance, la comptabilité en partie double. L'adoption de la comptabilité en partie double par Florence, par les Médicis notamment, mais pas que, par Pitti et par tous les grands banquiers, les Fugger aussi, etc., les grandes dynasties bancaires européennes, ça a été un des contributeurs majeurs à la Renaissance. Donc, parce que ça permettait un suivi des dettes, etc., et ça permettait d'éviter donc d'avoir certains abus qui avaient eu lieu pendant les croisades. Bon. Donc, les blockchains, en tant que nouvelle technologie comptable, évidemment qu'elles vont changer le monde. Et comme le vote est plus important que l'argent, c'est là que je voulais en venir, comme le vote est plus important que l'argent, évidemment qu'il faut que les technologies blockchain interviennent sur le vote pour pouvoir authentifier, éviter les doubles dépenses. La question des doubles dépenses, c'est bien la question qui a été posée dans l'élection de Biden. Il a quand même été déclaré que Biden avait fait littéralement 8 millions de voix de plus que Barack Obama. Mais je peux pas comprendre cette narration, ce récit. Barack Obama était une superstar. Ses meetings étaient pleins. Et on va dire, oui, mais Trump était impopulaire. Ok, ça se discute. Mais Bush, il n'était pas impopulaire non plus. Avec la crise, avec les plans de sauvetage des banques, avec l'horreur de ce qui s'était passé à Wall Street. Obama était une rockstar et Bush était impopulaire. Biden a fait 8 millions de voix de plus que lui, d'après le récit. Ça, c'est quelque chose que les blockchains permettraient d'authentifier. Si on utilisait, bien entendu, les bons protocoles et qu'on faisait en sorte que ces blockchains et les ledgers, parce que ledger, ça veut dire livre comptable, ne soient évidemment pas entre les mains d'une minorité, mais soient publiquement transparents. Très bien. On va continuer sur le même thème de la blockchain, peut-être. C'est vous qui allez nous le dire. Parce que vous dites que le 21e siècle sera le siècle de la presse citoyenne. Oui. La presse lucrative et mourante. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Est-ce que c'est le format, les acteurs, les lecteurs, les idées qui en sortiront ? Et elle se monétisera comment, cette presse citoyenne ? Est-ce que c'est avec la blockchain, justement ? Oui, l'attention peut se monétiser puisque on vit dans l'économie de l'attention. Et on a déjà un excellent navigateur qui s'appelle Brave, qui est le meilleur navigateur au monde, en fait. Ils sont bien meilleurs que Google Chrome. Je vous encourage à utiliser Brave, je l'utilise moi-même. Et Brave s'est monétisé en inventant un token par blockchain qui s'appelle le Basic Attention Token, le BAT. Et quand ils ont présenté leur projet, le navigateur n'existait même pas. Ils ont levé quelque chose comme 30 millions en 27 secondes. Donc ils ont dit voilà, on vous vend un token, on fait ce qu'on appelle donc une ICO, Initial Coin Offering, et cette ICO, c'est on vous vend le jeton qui servira de transaction, puisque que fait Brave ? Comment fonctionne Brave ? Le token est un triangle parce qu'il représente l'interaction entre les trois populations d'une transaction publicitaire. Dans une transaction publicitaire, on a les créateurs de contenu, par exemple les journalistes. On a les publicitaires qui veulent l'attention des gens qui vont sur les créateurs de contenu, parce que les gens personne va sur un site pour regarder de la pub. On va sur un site pour regarder un contenu. Et le publicitaire, il crée pas de contenu. Donc, sauf les très bons publicitaires, genre la publicité Jean-Claude Van Damme, là, qui fait le grand écart entre deux camions Volvo, ça, c'est un contenu pub. Ça, c'est malin. C'est un contenu que les gens ont envie de regarder, mais c'est une pub en même temps. Mais c'est l'exception. Donc, on a les publicitaires, les créateurs de contenu et le public. Et donc, le Basic Attention Token est donc ce triangle qui représente la rencontre des trois. Dans le navigateur Brave, qu'est-ce qui se passe ? Brave enlève toutes les pubs.
pub, cookie, tracking, il y en a pas. C'est adblock de base. Mais si vous voulez récompenser un journal pour la qualité de ses contenus, vous pouvez désactiver. Et là, Brave vous récompense avec un token. Donc le publicitaire met de l'argent, il dit moi je veux que ma pub soit visible. Et Brave dit oui mais moi je bloque toutes les pubs, mais si tu me payes moi, je débloque et là je récompenserai la personne qui a vu ta pub avec un jeton. Et le journaliste lui sera payé par la pub. Donc et c'est les nouveaux modèles économiques, c'est effectivement l'aspect le plus important en fait. Inventer de nouveaux modèles économiques, c'est comme ça qu'on change le monde. Et le journalisme citoyen, c'est comme ça qu'il va se rémunérer en fait. Et il va se rémunérer avec du vrai argent. Mais le mieux, c'est qu'il pourra même rémunérer ses lecteurs avec des tokens. C'est ça qui est magnifique, voire même avec des NFT. Dire regardez, vous êtes le premier ou le millionième, la millionième personne à lire cet article, elle aura le NFT. Quelle est la millionième personne à lire cet article? Et ça, c'est une façon d'avoir une grosse audience quand vous êtes un journaliste citoyen et en même temps de rémunérer ses lecteurs et en même temps d'être rémunéré soi par la publicité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le journalisme actuel, le journalisme lucratif standard, quelle est sa différence avec le journalisme citoyen? C'est son intérêt. Regardez la patronne de BFM TV qui dit « Nous ne devons pas aller à contresens du pouvoir ». Elle déclare ça. Notre ligne éditoriale, c'est de ne pas aller à contresens du... Mais c'est la définition du journalisme, idiote. Le journalisme, c'est aller à contresens du pouvoir. Le métier de journaliste et de journalistes qui sont morts pour faire leur métier, pour aller à contresens du pouvoir. Tu peux pas t'appeler journaliste si tu dis « Oh, faudrait surtout pas aller à rebours du pouvoir ». Ce n'est pas du journalisme. Or, pourquoi des milliardaires comme Patrick Drahi, comme Bernard Arnault ou comme la famille Bouygues achètent des médias? Donc, Drahi, avec le groupe Altis, il achète Libération, RMC, BFM TV et l'Express, notamment, plus SFR. La famille Bouygues, elle achète TF1 et LCI, notamment. Bernard Arnault va acheter Les Échos et Le Parisien, notamment, mais aussi d'autres publications. Pourquoi achètent-ils des publications en faillite qui ont besoin d'être subventionnées pour équilibrer leurs comptes et qui sont surendettés? Le groupe Altis, c'est 55 milliards de dettes. Le groupe Altis est mort. Il n'existe que parce que des banques veulent bien lui prêter. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est un faiseur de président. Parce que dans la Ve République, et pas que, quiconque contrôle le récit, contrôle la présidence. Et c'est pour ça que Macron a été élu. Un inconnu sans aucune expérience politique ni expérience de représentation populaire arrive directement, débarqué, parachuté, et devient président de la Ve République. Pourquoi? Parce que le récit dit aux gens de voter pour lui. Donc la différence entre le journalisme citoyen et le journalisme lucratif, eh bien c'est que le journalisme citoyen n'est pas un industriel du récit. Ce n'est pas une usine à récit. BFM TV, c'est une usine à récit. L'Express, c'est une usine à récit. Bien entendu que Libération est une usine à récit. François, ce n'est pas une usine à récit. C'est une usine à contre-récit. Elle est là pour lutter contre le récit du pouvoir. Or, rappelez-vous, les médias au Danemark et en Allemagne se sont excusés platement. Ils se sont rappelés qu'ils étaient journalistes. Ils se sont excusés à leur audience. Officiellement, ils ont fait une vidéo, puis ensuite des éditos où ils ont dit « Nous nous excusons d'avoir repris la communication du pouvoir sans la critiquer. Nous n'avons pas fait notre travail. » Vous voyez BFM TV dire ça? Bien sûr que non, puisqu'ils travaillent pour le pouvoir. C'est parti. De là à croire que les compagnies pharmaceutiques n'envisagent pas une seule seconde de faire ça pour l'argent, j'ai... Alors, dans les années 2020, il diffuse des thèses complotistes et des fausses informations sur la pandémie de Covid-19 et devient l'une des figures populaires des antivax. Vous savez qui est visé par cette phrase? C'est moi. Et ça prouve à quel point, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Ils peuvent pas... Vous avez autant d'amis que ça sur Internet? En fait, c'est une minorité de gens sur Wikipédia. Alors, ça nous montre bien que Wikipédia respecte la règle fondamentale. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, Wikipédia est gratuit. Donc, votre tête est le produit. Le Wikipédia, et ça, on le sait, d'ailleurs, le Muslim Post avait fait un article complet, ils avaient déjà débunké ma page Wikipédia, c'était il y a 6 ans, donc c'était en 2016, ils avaient déjà démontré que ma page Wikipédia respectait aucun des principes de Wikipédia. La neutralité n'était pas respectée, la totalité de l'information n'était pas respectée, et en l'occurrence, ce qu'on appelle la recherche originale, c'est-à-dire que sur Wikipédia, il y a des trucs qui n'ont été écrits nulle part. Par exemple, ils ont écrit que j'avais des thèses de complaisance.
personne a écrit ça, parce que c'est absolument impossible de le démontrer. J'ai fait 3 doctorats qui sont entièrement originaux, évidemment. D'ailleurs, l'école polytechnique donne pas vraiment de thèse de complaisance, encore moins l'université de Strasbourg et le CEDS qui a un taux de succès aux thèses de 15%. Donc, ils ont une majorité de gens qui n'arrivent pas au bout de leur thèse. Ça m'étonnerait qu'ils donnent des thèses de complaisance, eux aussi. Sachant que c'était d'ailleurs la thèse la plus exigeante que j'ai passée. Mais donc, c'est le problème pour eux, c'est qu'ils en ont beaucoup trop fait. Soit ils restaient neutres et ils essayaient de semer le doute, mais là, en fait, n'importe quelle personne qui va sur ma page Wikipédia, elle voit que c'est de la bullshit. Et il y a marqué bullshit, en gros, dès le début. Ça pourrait pas être checké par exemple, la CNIL, parce que du coup, après, ça voudrait dire qu'un organe étatique aurait le pouvoir de transmettre une certaine vérité aussi. Mais c'est pas, alors vraiment, c'est pas vraiment étatique, mais c'est comme pour Google. Wikipédia est une fondation voyou. On le voit. Ils ont eu des procès. Ils ont eu, évidemment, à plusieurs reprises, ils ont été épinglés pour des vices déontologiques majeurs. Et ma page Wikipédia est un marqueur de cela. Du fait que, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et que, évidemment, Wikipédia va tenter d'occuper des cerveaux avec son point de vue. Donc c'est une minorité, réellement, hein. Ce sont... Oui, mais là, en l'occurrence, ce sont des bureaucrates. C'est-à-dire que, vous savez, oui, non, c'est impossible. Par exemple, je vais prendre un test très simple. En 2016, avant les articles qui m'ont attaqué sur mon CV, en particulier avant l'article de l'Express, et c'est pour ça que c'était pas un article de journalisme, mais je vous l'ai montré avec Raoult, quand l'Express écrit une connerie et qu'ils l'ont mal sourcée, ils la retirent pas. Jamais. Eh bien, avant que l'Express publie un article m'attaquant, j'avais publié la totalité de mes diplômes. Et j'avais mis la totalité des photocopies de mes diplômes, mes 3 doctorats, le fait que j'ai été 2 fois stagiaire à Cambridge, rémunéré en neurosciences cognitives, bien entendu, le fait que j'ai été chercheur invité à Stanford à 20 ans, et que j'avais bien 3 doctorats, dont un en sciences cognitives de l'école polytechnique, qui était inscrit dans 2 laboratoires, un en neurosciences et un en sciences de gestion. Eh bien, Wikipédia n'a jamais mis cette information. Ils auraient pu mettre, en 2016, il publie la totalité de ses diplômes, ce qui signifie qu'à partir de 2016, il peut plus être soupçonné d'avoir menti ou d'avoir embelli ses diplômes, vu qu'il a publié toutes les photocopies. On en revient à la blockchain. Et oui, exactement. Mais Wikipédia refuse de mettre cette information. Et qui le refuse? Les bureaucrates de Wikipédia, qui sont une poignée, mais bureaucrate, c'est un statut. C'est un statut officiel dans Wikipédia. Oui, il y en a certains avec des noms bigarrés, de pseudonymes, ou parfois certains qui agissent avec leur propre nom, mais d'une façon générale, ils empêchent tout débat démocratique sur cette page. Et donc, ce fait, qui est vérifié depuis 6 ans, ça fait 6 ans qu'ils le censurent. Parce que Wikipédia ne travaille absolument pas dans l'intérêt de ses lecteurs. Absolument pas. En particulier sur les pages à inspiration politique. Donc, le problème, c'est que c'est eux qui se détruisent. Moi, ma communauté ne fait qu'augmenter. Et de plus en plus de gens m'écoutent, de gens importants m'écoutent, et ça n'a absolument eu aucun impact sur la diffusion de mes vidéos et sur mon travail. Au contraire, ça a un impact sur Wikipédia. Or, Wikipédia méritait mieux que ça. Mais effectivement, c'est une marque absolue du terrorisme intellectuel. C'est-à-dire l'absence de débat, et puis l'absence de contradiction, la violation de l'article 3 de la Charte de Munich, c'est-à-dire donc enlever la vérité qui dérange, et toutes les vérités qui dérangent Wikipédia ont été enlevées, à commencer donc par le fait que ma page a été attaquée par le Muslim Post qui a dit cette page n'est pas loyale, elle n'est pas juste, elle n'est pas journalistique. Wikipédia s'est bien gardé de relayer cette affirmation démontrée par des journalistes. Et ben justement, on va parler de sujets sensibles maintenant. Sûrement, c'est sûr que cette partie sera disponible sur notre compte Odyssée. Je vous invite à tous basculer sur Odyssée, puis revenir peut-être sur la vidéo ensuite. Vous allez nous donner votre avis sur 2 ou 3 vidéos, si vous le souhaitez, qui sont très sulfureuses. Alors, c'est un peu le moment de Donald Trump de cet entretien. Okay. Pour info, son réseau social, Truth Social, sera disponible le 21 février. Vous pensez que ça va marcher ? On peut pas dire à l'avance quel projet va marcher, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une demande mondiale pour des réseaux alternatifs. Donc Odyssey en est la preuve, Getter en est la preuve, Signal en est la preuve, Signal donc pour les communications Telegram aussi. L'Allemagne envisage d'interdire Telegram, ça prouve bien à quel point la liberté d'expression est au cœur de nos fameuses démocraties occidentales. Mais on a aussi le fameux SPAC de Donald Trump, justement, qui a été... Arrêtons-nous une seconde. Donald Trump a été censuré de Twitter. Les talibans, non. Est-ce qu'on a besoin d'argumenter au-delà de ça ?
Je veux dire, un président élu qui représente un électorat loyalement aux États-Unis est viré de Twitter, mais les talibans, non. Joe Biden, Mais c'est complètement fou. Joe Biden qui a traité un journaliste de Fox News de sale fils de... Oui, tout à fait. Donc, et comme ça, sans problème. Hein. C'est passé comme une lettre à la poste. Si un républicain avait fait ça, il était mort. Mais, évidemment, déjà, ça aurait dû donner lieu à des excuses. Un président américain, il n'a pas à traiter un journaliste, même s'il n'est pas de son bord politique, mais oui, exactement. Enfin, il y a les dîners des correspondants de la Maison Blanche, etc. Mais ça prouve bien, en fait, ce 2 poids 2 mesures et surtout l'impact que la Silicon Valley, dont Wikipédia fait partie. Wikipédia a un statut de fondation, mais ça reste une multinationale de la Silicon Valley. On peut avoir un statut de fondation et rester une multinationale voyou, exactement comme la fondation Bill et Melinda Gates le démontre abondamment. Donc, la Silicon Valley a acquis un pouvoir disproportionné sur la liberté d'expression. Et on le voit à tous les gens qui quittent la Californie d'ailleurs. Elon Musk a quitté la Californie. Et Elon Musk, quand une politicienne de Californie a dit « fuck Elon Musk », Elon Musk a dit « message reçu » et il s'est barré. Moi, j'étais un fan de la Silicon Valley avant. J'ai enseigné l'histoire de la Silicon Valley à l'école centrale, notamment pendant 7 ans. J'ai créé un cours sur l'histoire de la Silicon Valley. Mais je vois ce qu'est devenu la Silicon Valley et qu'aujourd'hui, elle est totalement dictatoriale. Et qu'elle détruit la liberté d'expression. En conséquence, plein de nouveaux réseaux sociaux se forment, comme Getter, mais aussi des réseaux libres de droit comme Mastodon. Et c'est une bonne chose. Alors je peux pas vous dire lesquels vont réussir, lesquels vont échouer, mais la tendance, la vague générale vers les réseaux sociaux alternatifs, elle est inarrêtable. Ça, c'est... Merci beaucoup. Alors le but est d'apporter une nuance sur les informations qu'on voit passer, et surtout la pédagogie a de meilleures vertus que la censure. Passons à la 3e slide. La première vidéo de debunk. Debunk numéro 2, c'est le debunk, on va dire le plus hardcore de cette sélection. Alors, let's go. C'est le vax permettrait de lier votre corps à un serveur à distance. C'est là qu'on voit vraiment l'importance du droit dans la communication aussi, à travers cette interview. C'est ça la principale limite d'ailleurs dans l'expression. Oui. Le droit... Comme je l'ai rappelé, j'ai eu d'ailleurs cette interview n'a même pas été censurée, j'ai même pas essayé de la poster sur YouTube, je l'ai postée directement sur Odyssey. J'ai interviewé le juge portugais Ruiz de Fonseca et Castro. Et Ruiz Fonseca est un immense magistrat portugais qui a demandé à avoir les chiffres des hospitalisations pendant la vague soi-disant où il y avait cette pandémie Covid. Et il a dit, d'après les chiffres que j'ai vus et que j'avais le droit de voir puisque je suis magistrat et que on a des restrictions de liberté publique quand on met en place le plan pandémie, j'ai donc le droit, en vertu de la vérification de ces restrictions de liberté publique, parce que l'habeas corpus c'est sérieux, on a des restrictions de l'habeas corpus qui date quand même sur son principe du XIIIe siècle. Eh bien, quand on met quelqu'un en quarantaine, c'est une restriction de l'habeas corpus. Normalement, on ne peut pas priver quelqu'un de liberté sans qu'il soit passé devant un juge. Eh bien, Fonseca dit, les chiffres n'étaient pas ceux d'une pandémie, comme on l'annonçait, catastrophiste. C'était ceux d'une vague, effectivement, d'infection, mais qui était parfaitement gérée par nos hôpitaux et qui ne saturait absolument pas les salles d'urgence comme on nous le disait dans les médias. Absolument. Et d'ailleurs, en France, on a été obligé de l'admettre puisqu'on a vu que la saturation, soi-disant, des salles d'urgence était de 5%. Donc bon, elle est où cette pandémie catastrophique qui nécessite un confinement? Le confinement n'a jamais, au grand jamais, démontré scientifiquement son efficacité et qui nécessite de réduire les libertés publiques. Il est nulle part. Eh bien, Fonseca, quand il a demandé de faire appliquer la loi, le droit portugais, eh bien, il a fait face à un mur. Il a fait face à un mur de scepticisme qui n'était pas légal. Et quand on voit, par exemple, toutes les dispositions de la Constitution qui sont violées, tous les articles de la Constitution, pas les dispositions, des articles de la Constitution qui sont violés par le pass vaccinal, on voit bien que les soi-disant gardiens de la Constitution, le Conseil constitutionnel, dont les conflits d'intérêts sont connus, le fils de Laurent Fabius travaille pour Pfizer, le même fils de Laurent Fabius qui avait des dettes de jeu colossales et qui avait été pris à plusieurs reprises dans des scandales de casino et papa lui avait à chaque fois protégé sa carrière, eh bien le même est aujourd'hui chez McKinsey et se retrouve à avoir un père qui arbitre sur la constitutionnalité du plan préparé par le fils. C'est un scandale. Récemment aussi devant le Sénat pour parler de ces dernières études payées par subventionnées par
des inénarrables 500 000 euros. Bon, 500 000 euros par rapport à ce que prennent Pfizer, c'est rien, mais 500 000 euros qui ont été vérifier s'il y a des problèmes par rapport à l'éducation, c'est ça? Voilà, dire en gros l'avenir de l'éducation, ce qui a été au lieu d'aller demander directement à des professeurs. Oui, n'est-ce pas? Mais ne serait-ce que financer quelques thésards. Allez, on prend effectivement des professeurs, on leur donne le droit, on leur donne la facilité, parce qu'évidemment un professeur a le droit de base de faire une thèse, mais on facilite. On finançait 5 thèses. Une thèse, ça coûte à peu près 55 000 euros en France. Donc, financer une thèse, ça coûte entre 55 et 65 000 euros. Eh bien, 500 000, c'était au minimum 9 thèses. Bon. On finançait 4 professeurs. Ça coûtait 2 fois moins cher. 4 professeurs des écoles pour faire une thèse sur l'avenir de l'éducation. Et on mettait en commun tout ce qu'ils avaient trouvé. On avait littéralement 10 fois plus que ce que McKinsey a produit. Et ça prouve bien que l'argent public aujourd'hui est gaspillé pour des conneries. Dernière slide. C'est la place du droit dans votre communication publique. On est déjà rentré dans ce sujet-là. Un avocat stellaire qui est maître Massimo Bianchi, alias Katana. C'est même pas une blague, on l'appelle Katana le mec. Et j'avais dit sur Twitter, écoutez, c'est très simple, si jamais un jour dans la même pièce vous trouvez Attila le 1, Vlad l'Empaleur, Joseph Staline, Gengis Khan et Tamerlan, c'est qu'ils sont en train de faire un sandwich à Massimo Bianchi en fait. Les avocats, c'est une source d'inspiration pour vous. Qui est votre l'avocat, on va dire, préféré, votre modèle en avocat? Dans l'histoire, c'est Abraham Lincoln, parce que c'est le plus grand politicien de tous les temps, et selon moi le plus grand avocat, parce qu'il a plaidé ce que personne d'autre n'arrivait à plaider. Donc Abraham Lincoln, il était très malin, comme il était autodidacte, il avait des angles que n'avaient pas les avocats standards. Et c'est pour ça qu'il a été infiniment supérieur à tous les avocats de son époque et à tous les politiciens de son époque. Par exemple, quand il voit qu'il perd la guerre de sécession, parce qu'au départ il voulait pas abolir l'esclavage, il s'était dit je veux juste rétablir l'union, je veux que l'union reste l'union. Et donc même si je pouvais faire ça en renvoyant tous les esclaves, je le ferais. Mais il perd. Et ça c'est une chance de l'histoire qu'il ait perdu, que ses généraux aient perdu. Et donc là Lincoln se dit bon, il faut que je fasse de cette guerre une guerre politique pour la liberté. Et donc, on va abolir l'esclavage. Et comment il abolit l'esclavage? Il dit, ça fait 4 ans que les sudistes déclarent que les esclaves sont leur propriété et qu'ils sont en guerre pour cela. Eh bien, soit. Il y a des articles de loi aux États-Unis qui décrètent très clairement, et que les sudistes ont ratifié depuis longtemps, des États du Sud ont ratifié, qu'en cas de guerre, l'État peut saisir la propriété d'autrui au titre de ce que l'on appelle la contrebande de guerre. Eh bien moi, Abraham Lincoln, avocat de génie donc, j'utilise cet article de loi pour saisir les esclaves. J'ai autorité sur eux, puisque la Confédération n'est pas reconnue de toute façon. Et cette propriété privée, je la retourne contre les sudistes, puisqu'ils disent c'est ma propriété. Très bien, c'est ta propriété. Si c'est ta propriété, j'ai le droit de la saisir. Si ça avait été un humain, j'aurais pas eu le droit. Mais si c'était ta propriété, si tu considères que l'esclave est une propriété privée, j'ai le droit de la saisir, c'est la loi. Donc je saisis vos esclaves et je les rends libres, maintenant qu'ils m'appartiennent. Et ça, c'est la proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln. C'est un passe-passe juridique brillant. C'est une super faille. Ah, mais c'est magnifique. Il fallait un autodidacte comme Abraham Lincoln pour faire une faille pareille. Il fallait vraiment un autodidacte comme lui pour pouvoir passer dans le système. Et ensuite, comme avocat vivant, c'est Massimo Bianchi, que je cite, maître Massimo Bianchi, donc effectivement qui est appelé Katana à Marseille, dont un juge parisien avait dit il vaut mieux avoir le sida que Bianchi dans un dossier. Donc ça vous donne rapidement la réputation du mec. Et effectivement, Massimo Bianchi, c'est un excellent avocat, comme il y en a plus en fait malheureusement, parce que on n'enseigne plus la défense de rupture. La défense de rupture, c'est quelque chose qui s'apprend pas à l'école. Lui c'est du pénal, c'est un pénaliste, il a défendu, c'est un des plus grands pénalistes de France, mais la défense de rupture, ça peut s'utiliser aussi bien au civil qu'au pénal. Ça a évidemment beaucoup plus d'impact au pénal, parce qu'au pénal, vous pouvez sauver quelqu'un, littéralement. Quelqu'un qui était parti pour prendre 15 ans, vous pouvez le faire sortir avec une poignée de main du juge, et avec le juge qui félicite l'avocat. C'est arrivé à Bianchi. Il avait quelqu'un qui risquait de la prison, c'était pas 15 ans, mais qui risquait de la prison, et il est ressorti avec une poignée de main du juge, et le juge qui félicite Bianchi. Dommage que ça soit pas filmé, ce genre de choses. Mais oui, mais au moins vous avez... On peut au moins féliciter Éric Dupond-Moretti pour cette initiative. Oui, alors c'est quelque chose qui est
mais je sais que certains avocats le voient pas comme ça. N'étant pas avocat moi-même, je vais pas me prononcer, mais je sais que le problème de caméra dans les instructions, voilà, mais bon, d'une façon générale, c'est vrai que je regrette, on en parlait avant de tourner cette vidéo, je regrette que certains aspects de la culture américaine du droit ne soient pas présents en Europe, parce que je prends le cas par exemple sur la diffamation. Moi, j'ai été diffamé à plusieurs reprises, mais en France, on chope pas des millions pour ça. Aux États-Unis, vous avez Kyle Rittenhouse. Pardon? C'est pas des millions, je crois. Par exemple, je sais plus, il y avait une chanteuse à succès, je sais plus si c'était Alizée ou quoi. Un journal avait écrit une connerie sur elle, puis une connerie sale, du genre qu'elle avait une mycose, que sais-je, une connerie, un truc faux, un truc bon. Ça a donné quoi, 50 000 € de diffamation. C'est pour une artiste, c'est que dalle. Enfin, je veux dire. Alors qu'aux États-Unis, j'ai beaucoup suivi l'affaire Kyle Rittenhouse. Et Kyle Rittenhouse, donc, c'est un jeune Américain qui, dans des émeutes, est allé protéger la concession automobile d'un de ses amis ou de son oncle, je sais plus. Bon, il lui a dit voilà, il y a des émeutes, toutes les autos sont pas forcément assurées contre ce genre de dégâts, contre les émeutes, et donc j'ai besoin que tu ailles protéger ça parce que j'ai un crédit et que je vais être ruiné si jamais des abrutis décident de casser les voitures. Et lui il se rend sur le lieu, et sur le lieu, il a un fusil d'assaut. Mais il est entraîné, enfin c'est pas un fusil d'assaut d'ailleurs techniquement, c'est évidemment du coup par coup comme c'est la loi aux États-Unis, mais il a un AR-15, pas un M16, donc le M16 ça c'est full automatique, l'AR-15 non. Et il a toute la discipline classique, c'est-à-dire ne pas pointer, c'est pas un fou de la gâchette. En chemin, 3 personnes lui tombent dessus, armées avec un flingue, et essaient de lui enlever son fusil et le braquent avec un flingue. Après 3 sommations, il en tue 2. Bon. Immédiatement, Kyle Rittenhouse, il est dit aux États-Unis que c'est un suprémaciste blanc qui a tué 3 noirs. C'est faux, les personnes qui l'ont agressé étaient blanches, et il a fait 3 sommations, et ces personnes étaient armées. Il a été dit qu'elles n'étaient pas armées, pas de bol, elles étaient armées, évidemment. Donc Kyle Rittenhouse a juste tout fait ce que la loi lui permettait de faire. Il n'a rien fait d'illégal, et quand des gens l'ont braqué avec un flingue, il a décidé de sauver sa vie, et il a bien fait. Eh bien, il a été dit par des stars américaines que c'était un membre du Ku Klux Klan, que c'était un suprémaciste, que c'était tout ce que vous voulez. Même LeBron James a dit des conneries comme ça. Eh ben, Kyle Rittenhouse a été innocenté. Il s'est avéré que le procureur qui requérait contre lui était totalement malhonnête. Et on l'a vu clairement. D'ailleurs, on a un passage où le témoin clé du procureur décide de dire la vérité. Quelle idée, face à un procureur. Il dit la vérité. Il dit, bah oui, j'étais armé. Bah, on voit le procureur qui met comme ça, la main la tête dans sa main, comme ça, en mode mais pauvre con, pourquoi tu dis que t'étais armé? Je t'avais dit de pas le dire. Oui, mais il a juré de dire toute la vérité, le monsieur. Et lui, c'était un des 3 agresseurs qui a survécu, et il a dit la vérité qu'il était armé. Kyle Rittenhouse aujourd'hui peut réclamer plus de 150 millions de dollars, pour diffamation. Après avoir vécu l'enfer, après avoir vécu des mois où il pouvait plus sortir de chez lui, où tous les réseaux disaient que c'était un membre du Ku Klux Klan, un raciste, un suprémaciste, alors que c'était faux, maintenant, il va rentrer dans le paradis de ses droits, où il va pouvoir devenir millionnaire et être rémunéré pour les saloperies qu'on lui a faites. Qui c'est qui va les payer, ces 150 millions? Ça sera LeBron James, ça sera ça sera même des juges, ça sera des politiciens qui ont déclaré à la télévision que c'était un suprémaciste raciste. C'est un pourcentage de responsabilité pour chacun, c'est ça? C'est un juge qui va déclarer que le dommage subi, eu égard à la quantité de passage à l'antenne, mérite 150 millions au total. Et donc, plusieurs avocats et des juges ont donné l'autorisation, parce que ce qui a été donné, c'est les autorisations que les juges ont accordées pour que le procès aille de l'avant. Donc les plaintes pour diffamation ont eu lieu et des juges ont confirmé qu'elles étaient légitimes. Et dans ces plaintes, c'est au minimum 150 millions de dollars qui sont en jeu, que Kyle Rittenhouse mérite puisqu'on a menti sur lui. Et alors du coup non, puisqu'il a été innocenté, et maintenant, il est innocent, Kyle Rittenhouse, le juge l'a clairement innocenté, et donc le résultat du procès, c'est qu'il était évidemment en état de légitime défense face à des mecs armés qui ont essayé de le buter, et à qui lui a donné 3 sommations. Il leur a pas tiré dessus direct. Je rappelle que, aussi bien aux États-Unis qu'en France, on a des bavures où il n'y a pas eu les 3 sommations. On est bien d'entendre ce genre d'anecdotes, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des anecdotes comme ça qui viennent des États-Unis sur YouTube. Pour conclure, quelle est votre actualité? Vous faites toujours des journées de travail de 15 heures en fait? Mais maintenant, c'est plutôt 10 heures maintenant, mais même les week-ends, effectivement. Ouais, je pense que c'est
plus à cause de la diversité des choses que je fais. J'ai beaucoup de projets en cours et maintenant je suis un petit peu obligé de lever le pied. Mais effectivement, entre deux, de toute façon, j'aurais pas pu faire 3 doctorats si j'avais pas des journées de grands malades, puisque j'ai eu une année où j'avais les 3 en même temps. Donc l'année où j'ai soutenu le premier doctorat au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, c'était une année. L'année qui a mené à cette soutenance, c'est une année où j'avais les 3 doctorats à gérer en même temps. Mais 15 heures, c'est trop, non? Il y a pas il faut du divertissement sur 24 heures pour avoir d'inspiration. C'est quand on aime son job. Alors oui, ça inclut la possibilité de, par exemple, un divertissement, c'est quoi? Regarder un documentaire, mais ça peut être aussi du travail. Donc j'essaie de me divertir en regardant des choses qui vont faire avancer mon travail. Donc on est de cette génération qui va sur YouTube, etc. Elon Musk a dit qu'on pouvait entièrement faire son éducation sur YouTube maintenant, pour peu qu'on ait un bon maître d'hôtel, entre guillemets, un bon chargé de menu qui fasse la bonne sélection des playlists. Ouais, idéalement un ami en fait, qui vous fait des playlists, quelqu'un qu'on suit et qui vous dit voilà, vous voulez apprendre les maths, pas de problème. Par exemple, et j'avais appris la théorie de Galois en mathématiques, qui est quand même assez abstraite, et c'est une vidéo YouTube qui me l'a vraiment bien réapprise en fait. C'est en regardant une vidéo YouTube que je l'ai comprise. Avant, je bachotais comme un con, et en regardant une bonne vidéo YouTube, je crois que c'est Aleph Zero la chaîne, j'ai vu une explication qui était la meilleure que j'avais jamais vue et qui était très au-dessus de celle que mes professeurs payés par l'État pouvaient me donner. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui sur YouTube, si et seulement si on a la bonne playlist, on peut faire toute son éducation. La productivité, la concentration sur 15 heures, c'est parce que c'est la passion. Mais c'est impossible de faire ça si on n'aime pas ça. C'est impossible de bosser 15 heures. Regardez Elon Musk. Elon Musk, il fait des journées de 18 heures des fois. 6 heures dans un sac de couchage et ensuite, boum, il va bosser 18 heures dans son... Parce qu'il adore ça. Oui, il a déclaré qu'il était autiste, ouais. Donc, spectre Asperger, pardon. Attention, l'autisme, c'est pas forcément une facilité. L'autisme, les autismes, voilà, c'est très souvent associé à la capacité à se concentrer, mais à aimer, en fait, à être limite accro, à être surintéressé à un domaine. Voilà. Ça donne ces fameux clichés de Rain Man qui lit l'annuaire en entier, etc., où c'est des aspects plus précis du spectre encore. Mais, effectivement, l'autisme peut donner, dans certaines circonstances, la capacité à se passionner pour quelque chose à un niveau où vous n'arrivez même plus à dormir si vous ne le lisez pas. Nous, on a besoin de plus de divertissement pour avoir plus d'inspiration, d'extérioriser. Ça peut nous arriver. Un neurotypique, comme dirait une personne sur le spectre autiste, peut aussi arriver dans un état comparable à l'état de concentration d'un autiste. C'est possible, c'est possible. Mais c'est rarissime. Voilà. Alors, dans le spectre autiste, ça a tendance à être la norme, mais chez les neurotypiques, c'est la rareté. Faut vraiment être tombé sur un truc qui vous a totalement passionné pour rentrer dans ce tunnel, dans cet état de flow où vous êtes totalement absorbé, vous ne voyez plus le temps passer et vous êtes capable de dormir 6 heures toutes les nuits juste pour pouvoir travailler davantage sur ce que vous aimez. Vous nous avez pas répondu, votre actualité en une phrase? Mon jeu vidéo qui va sortir, ouais, donc Ghosts of Logos. Ghosts of Logos, ça s'appelait Game of Logos avant, mais Game of Thrones a essayé de nous intimider. Et donc oui, alors Game of Thrones est venu, donc HBO est arrivé en France, mais c'est là que... Non, mais alors c'est là, on a déposé la marque Game of Logos. Donc je donne le contexte, et ça prouve à quel point la personne de l'Institut national de la propriété industrielle ou intellectuelle était complètement aux fraises, parce qu'il y avait déjà une marque acceptée qui était Game of Drones. On avait d'autres marques et Game of Logos qui a rien à voir avec Game of Thrones. Donc alors Game of Drones, on comprend que c'est quand même proche. Game of Logos, ils ont laissé un avocat évidemment attiré par le gain, parce que c'est absolument pas la vérité qui va vous intéresser dans ce genre d'affaires, c'est le gain. Bon, et donc HBO nous a demandé de modifier. Et alors la modification, c'était de mettre The Game. Alors là, c'est la modification que nous on a proposée bien sûr et qui passe. Mais bon, The Game of Logos. Mais comme je trouvais que ça me saoulait, j'ai décidé de l'appeler Ghosts of Logos. Donc dans Ghosts of Logos, notre jeu, c'est 6 ans de travail. Donc c'est un jeu que j'avais développé ça a été des hauts et des bas. J'ai appris d'ailleurs que si jamais vous avez des personnes qui veulent faire des applications, je vous donne vraiment ce conseil. Sachez que un sous-traitant de logiciel, c'est comme un plombier. Il fera toujours 3 trucs. Il critiquera toujours le travail du précédent, il vous dira toujours que le travail du précédent c'est de la merde, il vous annoncera toujours un prix qui aura rien à voir avec le prix final, et il fera toujours moins, évidemment, que ce qu'il avait déclaré. Alors comment vous avez réussi à vous entourer, sachant que vous n'étiez pas du milieu? Par essai-erreur.
par essai-erreur. Donc à force d'essais-erreurs, au bout d'un moment ça passe. C'est comme disait Michael Jordan, qu'il avait échoué 900 fois, qu'il avait raté tant de lancers francs, tant de paniers, etc. Il n'y a pas d'autre méthode, c'est l'essai-erreur, mais c'est effectivement ce que l'on aimerait que les écoles apprennent, mais les écoles vous apprennent pas du tout ça. Et c'est donc Game of Logos, Ghost of Logos, c'est pour enseigner les langues. Vous avez des personnages historiques qui se fritent en s'envoyant des phrases au visage. Donc c'est en fait les chevaliers du zodiaque. Au lieu d'avoir du cosmos, vous avez du logos, donc les phrases historiques. Vous avez par exemple Richard Francis Burton qui va se friter contre le général Patton et contre Abraham Lincoln en lui envoyant des phrases à la tronche. Et donc c'est un jeu pour driller. Le drilling, c'est la répétition rapide, donc c'est comme ça qu'on apprend un contenu. Pour driller des langues, on l'a commencé avec le français-anglais, mais on veut l'enchaîner avec l'arabe, le chinois, le code informatique ou les mathématiques, pourquoi pas. Il y a des personnages de NFT alors dans ce... Alors les NFT, c'est un truc évidemment qui nous intéresse, mais on n'est pas prêt pour l'instant légalement. En termes de budget, c'est un jeu que j'ai financé très essentiellement moi-même, donc on n'a pas le budget pour l'instant pour faire des NFT avec, mais c'est quelque chose que l'on veut faire. Donc oui, sur mobile, mais il sera cross-platform. In fine, on le sort d'abord sur mobile parce que, vous savez, on peut pas juste porter un jeu mobile sur un PC. Il faut quand même changer 2-3 trucs. On veut que le portage sur PC soit de grande qualité. Mais les NFT nous intéressent beaucoup et on va clairement faire une version où il y aura du play to earn parce que ça semble complètement logique. C'est plutôt marrant parce qu'on vous attendait pas du tout sur ce terrain-là du développement de jeux vidéo. Pourtant, c'est dans ma thèse. Ma thèse de Polytechnique, elle a un chapitre sur Game of Logos. Donc, à l'époque, ça s'appelait Game of Logos. Et donc, on voit Cyrano de Bergerac qui se bat contre le Petit Prince dans une version 2D, flat design, qui a rien à voir avec la qualité de ce qu'on a maintenant. On a des musiques de Paul Anthony Romero, l'énorme compositeur, le légendaire compositeur des musiques de Heroes of Might and Magic. On est monté en gamme en 6 ans. Mais ça a été un parcours du combattant avec des essais, des erreurs, des répétitions. Mais c'est un jeu que j'avais théorisé et commencé dans ma thèse de Polytechnique. Donc les premières fois que je l'ai développé, c'était en 2014, en réalité. Et dans ma thèse qui a été soutenue en 2016, eh bien, on voit un chapitre dédié à Game of Logos. Et maintenant, je le sors donc, Ghost of Logos. Du coup, aujourd'hui, l'objectif à court, moyen et même peut-être même long terme, c'est vraiment de cartonner. Le jeu éducatif d'une part, ouais. Et après, j'ai ma recherche fondamentale, bien sûr. J'ai posé donc d'un premier travail énorme avec une équipe allemande dans la revue Mathematics sur la conjecture de Collatz, qui est un des problèmes mathématiques les plus durs de l'histoire. Et on a publié le premier algorithme qui linéarise la convergence de Collatz. Et c'est dans la revue à comité de lecture Mathematics. Il y avait 5 reviewers. C'était une équipe d'Allemands, d'Indiens et de Français que j'ai eu la chance de diriger. La chance et l'honneur de diriger. Donc je suis dernier auteur dans cet article parce que j'en suis le directeur de recherche. Et ça fait partie de mon actualité également puisqu'on a d'autres travaux à publier. Eh ben, merci beaucoup Idrissa Berkane pour cette longue interview. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ça vous a plu aussi, qu'on a abordé des sujets qui étaient pas assez explorés peut-être pour certains. En tout cas, je pense que votre éditorial est excellent et j'encourage votre audience à regarder vos travaux sur l'Internet, la démocratie sur Internet, parce que je pense la pression s'accumule tellement, la cocotte minute est tellement sous pression que si on fait pas ça, ça va péter et que il faut le faire le plus vite possible. Merci beaucoup Idrissa Berkane. Merci. On va essayer de travailler là-dessus et à bientôt. À bientôt.